Je parle du Seigneur des Anneaux en général. Depuis un an, il y a eu des sets Lego, des cartes Magic, des jeux vidéo, des Warhammer Seigneur des Anneaux, un film spin-off d'animation sur le Rohan en préparation, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir et Game of Thrones, il n'y a quasiment rien en comparaison. Je trouve que le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus populaire au grand public. Alors, tu fais un listing qui est assez précis, je suis assez d'accord. Les Warhammer Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps que c'est plus, en vogue, tu parles quand même à un expert là-dessus. Les cartes Magic, c'est vrai que ça fait un carton. Les sets Lego, faut dire que Lego a récupéré la licence depuis peu et relance de ouf dessus, donc c'est normal. Un film spin-off d'animation sur le Rohan, oui. Bon, c'est évident que Warner doit continuer à exploiter la licence. Salut Arnaud, comment tu vas? La saison 2 des Anneaux de Pouvoir, alors c'est Amazon, évidemment, ils ont balancé 500 millions de dollars là-dedans pour choper une portion de droit, évidemment qu'ils vont continuer, malgré tout ce que les gens auront pu dire sur la saison 1. Et c'est vrai qu'en comparaison, je suis d'accord, Game of Thrones y a peu, pourquoi? Parce que Game of Thrones a... ça a été compliqué. Le set de Lego Foncombe est incroyable. Incroyable. C'est 15 fois trop cher. Les sets de Lego en général sont 15 fois trop chers. Enfin, moi à quel moment je pourrais m'acheter un set de Lego en fait? Jamais. Ça n'existe plus en fait. Désormais, les Lego, si t'achètes pas les trucs pour enfants, qui sont des petits sets sympathiques pour jouer un petit peu avec les figurines, tu n'achètes plus de Lego en fait, tellement c'est hors de prix. Bref, toutes ces considérations sont annexes, mais... en tout état de cause, je suis assez d'accord avec le constat que tu partages. Je pense que les 2 dernières saisons de Game of Thrones, et particulièrement la dernière, a un petit peu refroidi les plans de HBO d'organiser une batterie de spin-off autour de la licence, mais c'est pas parce que ça prend plus de temps que ça va pas se faire. Je suis d'accord sur les produits dérivés. Tout à l'heure, tu mentionnais les Warhammer Seigneur des Anneaux. On va rappeler quand même qu'il y a un wargame fondé sur l'univers du Trône de Fer. Hein. Ce wargame, il est assez répandu dans l'univers du wargame. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un jeu qui est estampillé Games Workshop, on est bien d'accord, donc Warhammer. Mais il est très apprécié par la communauté. Les figurines sont très jolies, il y en a énormément, la gamme s'étoffe énormément. Elle est gérée par Cool Mini or Not. Donc, il y en a des produits dérivés, il y a des figurines pop dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des livres, énormément de livres sur l'univers de Game of Thrones. Encore il y a quelques semaines, il y a Hugin Munin qui a sorti son bouquin dédié à House of the Dragon. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de produits dérivés autour de l'univers de Game of Thrones. En revanche, je suis assez d'accord sur le fait que le développement de l'univers sériel est dans des gros coûts de production. En dehors de House of Dragon, c'est moins développé, mais à la fois, ça s'est terminé depuis combien de temps? Game of Thrones s'est terminé depuis combien de temps, en fait? La saison 8, c'est 2019. C'était il y a 4 ans. Et entre-temps, il y a eu 2 années de Covid, où les productions ont été extrêmement impactées. Il y a eu 1 année quasi complète de grève de scénaristes et d'acteurs, 2023. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même eu la tentative de production d'un spin-off autour des premiers hommes de Game of Thrones qui a été jeté à la poubelle quand même, hein, il faut le rappeler. Hein, HBO a tourné le pilote, ça leur a coûté je sais plus combien de dizaines de millions de dollars. Ils ont jeté ça parce que c'était pas suffisant à leur goût. Ils ont jeté le spin-off, hein, quand même.
qui était tourné avec Naomi Watts et Owen du Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est un spin-off, si ça s'était fait, on aurait eu tout de suite plus vite des produits dérivés. House of the Dragon, ça a été diffusé l'an dernier, de août à octobre, en 2022. Ça s'est très bien passé, hein. Je pense que la réception critique et la réception commerciale de la série s'est très très bien passé en termes d'audience et en termes de critique. Il y a eu des produits dérivés, hein, des figurines pop, des DVD, etc. Alors évidemment, c'est pas incroyable, parce que c'est vrai que je ne sais pas où est la licence Lego, je ne sais pas où Lego se trouve du côté de la licence Game of Thrones. Ça, on est d'accord. Je suis assez persuadé qu'un jour ou l'autre, Magic va signer un truc, parce qu'ils sont vraiment dans la licence dans tous les sens, tous azimuts. Et pour l'instant, il faut rappeler quand même que les jeux de cartes Game of Thrones, ils sont gérés ailleurs. Hein, Game of Thrones, de mémoire, c'est géré, comment ça s'appelle, par Asmodée, de mémoire, du côté du jeu de plateau. Je pense que tu oublies aussi le nombre de projets spin-off qui ont été annoncés en développement et qui sont pour l'instant en attente de Greenlight. Il y a évidemment le spin-off Jon Snow, dont on nous parle régulièrement, mais qui pour l'instant n'a pas encore été validé, n'a pas encore été annoncé officiellement. Il y a des spin-offs animés qui sont annoncés aussi en développement, qui pour l'instant sont pas encore annoncés correctement. Il y en a un troisième qui, lui, pour le coup, est validé et qui devrait commencer son tournage en 2024. C'est un spin-off sur Duncan Egg, autour des nouvelles de George R. R. Martin sur l'œuf, hein, qui est un Targaryen. Donc ça, ce serait du coup un préquel à ce qu'on a vu dans Game of Thrones. Ça, pour le coup, c'est validé, et ça va se faire. Donc, il y en a un, c'est prévu, mais je suis d'accord, ça prend du temps. Côté jeux vidéo, ça fait un moment qu'on n'a pas eu grand-chose. Je suis super d'accord avec toi. Je pense que Game of Thrones est un univers très politico-médiéval avec une pointe de fantasy, là où le Seigneur des Anneaux s'est truffé de créatures et de monstres, avec des environnements beaucoup plus fantastiques, et ça touche plus de monde. Alors c'est possible, et puis il faut pas oublier non plus que Game of Thrones, la saga, elle existe depuis 30 ans en bouquin, mais aux yeux du grand public, elle existe depuis 2010. Depuis 2011 même. Au moment du lancement de la série, et encore, la série a vraiment connu une hausse très graduelle de ses audiences, jusqu'à devenir le phénomène qu'on connaît. Donc le grand public, on peut estimer que Game of Thrones y connaît vraiment énormément depuis 2013, 2014, un truc comme ça. Mais oui, il y a... Forcément, quand tu compares au Seigneur des Anneaux, qui existe depuis combien de temps? Le Seigneur des Anneaux, c'est quoi? C'est ça, 70 ans? « 1954. 1964. Le Seigneur des Anneaux va fêter ses 70 ans l'an prochain. En termes de présence pure dans l'inconscient collectif et dans la pop culture en général, évidemment que le Seigneur des Anneaux a un avantage par rapport à Game of Thrones. Bien sûr. C'est évident. Et peut-être que le Seigneur des Anneaux est, du moins sous sa forme filmique, telle qu'on l'a vu chez Peter Jackson, est peut-être plus facilement digérable, je sais pas trop comment dire ça, par le grand public. Tu vois, typiquement, Le Seigneur des Anneaux, j'ai aucun problème à le faire regarder à mes parents. Je sais pas exactement si je leur ferais regarder Game of Thrones. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Bien dommage pour Blue Moon. Il s'appelait Blue Moon, ce truc? Blood Moon. Blood Moon, en espérant que l'idée soit reprise, je sais pas. Je suis pas certain. Je suis d'accord avec toi, mais Game of Thrones, ça reste des séries streaming. Là où Le Seigneur des Anneaux, il y a la série, et aussi de nouveaux films spin-off en préparation pour le cinéma. Alors, je suis très... J'ai beaucoup de doutes autour des nouveaux projets
qui sont leadés par Embracer, qui est désormais détenteur de la licence Le Seigneur des Anneaux. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire, très honnêtement. Mais pourquoi pas? Les Anneaux de pouvoir, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui en parle dans le chat ou sur internet que je vois, c'est toujours pour en dire de la merde. Donc je sais pas si c'est si bien que ça au final que ça existe. Visiblement, quand tu lis les gens et quand tu les écoutes, c'est de la merde en barre et ça ne devrait pas exister. Donc je sais pas si c'est vraiment utile. En tout cas, la licence existe, on est bien d'accord. Sur les jeux vidéo, je suis un peu plus circonspect parce que depuis Shadow of Mordor et Shadow of War, il n'y a pas eu de vrai jeu vidéo Seigneur des Anneaux qui soit vraiment impactant. Bon, cette année, il y a eu Gollum, mais... Je sais pas si on peut vraiment dire que ce soit un jeu vidéo qui intéresse vraiment grand monde, surtout vu comment il a été reçu. Non, mais je sais que ça a été annoncé. Peter Jackson n'est pas lié à ces projets, hein, par contre. Mais attention, parce que c'est pas parce que c'est annoncé que ça va forcément être bien. Et Warner, en ce moment, ils annoncent beaucoup de trucs qui me font un petit peu sourciller. Le remake en série de Harry Potter, par exemple, je sais pas si c'est un super beau projet. Je suis un petit peu plus... j'espère un petit peu plus du relaunch de DC Studios par James Gunn et Peter Safran. Mais quand tu vois qui est à la tête de Warner Bros. Discovery à l'heure actuelle et les annonces qu'ils font pour relancer un petit peu la marque et potentiellement la revendre plus tard, ça a l'air d'être... Ça ressemble beaucoup à de l'exploitation industrielle de licences telle qu'on a pu le voir développé par Marvel Studios depuis le lancement de Disney+. Donc attention. Ah voilà, oui c'est vrai, tu faisais référence au Seigneur des Anneaux Return to Moria, vraiment très sympa. J'ai très hâte d'y jouer, je peux pas y jouer pour plein de raisons parce que mon PC décède et c'est un peu pour ça que le marathon sert, c'est-à-dire qu'il va nous servir aussi un petit peu à financer via des donation goals, goals si vous voulez vous renseigner, le fait que je puisse de nouveau m'outiller de matériel qui puisse me permettre de 1. Pouvoir produire des vidéos de YouTube de qualité, 2. Produire des streams Twitch de qualité. Voilà, ça on en reparlera si vous voulez. Et salut à Anthony, comment vas-tu ? Merci d'être là, c'est très cool de vous avoir ce midi, j'allais dire ce matin, parce que pour moi c'est un peu le matin. Et en 2024, il y a le jeu très cosy de Weta sur les Hobbits. Pareil, ça c'est une annonce, on n'a pas vu le jeu. Sur le principe, sympathique, potentiel Stardew Valley dans la comté. Je suis évidemment très curieux. Et mais attention à pas se hyper sur des annonces qui pour l'instant sont vides de contenu. Salut Richthofen, comment tu vas ? Bienvenue à tous. Donc oui, sur le papier, ça a l'air super intéressant. J'attends de voir. Mais on sera d'accord. Hein. On sera d'accord, Seigneur. Le Seigneur des Anneaux, à l'heure actuelle, bénéficie de beaucoup plus de soins dans la gestion de sa licence que Game of Thrones. C'est une évidence. En revanche, quand tu regardes la qualité des produits qu'on nous montre du côté de Game of Thrones, je crache pas dessus. Tu vois, moi, juste House of Dragon, honnêtement, s'ils ne font que ça, et que c'est si bien tout du long jusqu'à la fin, je signe tout de suite. Par contre, s'ils m'en font 4 dans l'année à la Walking Dead, et que du coup, la qualité médiane baisse, forcément, je serais un peu moins fan, tu vois. Parce que j'aime autant qu'il y ait un truc qui soit vaisseau amiral, entre guillemets, et qui soit bien fait jusqu'au bout, qui se tienne, référence évidemment à la fin de Game of Thrones,
plutôt que 4 milliards de projets qui sont faits pour récupérer le plus de thunes possible en un temps record, mais qui au final sont un peu faits à la va-vite. Bon, moi vous savez ce que... Moi vous savez ce que je pense des Anneaux de Pouvoir, j'ai pas passé un mauvais moment, loin de là. Il y a des problèmes, évidemment, mais je suis loin de faire partie du concert des gens qui n'arrêtent pas de dire que les Anneaux de Pouvoir, c'est nul. Parce que ça fait bon genre de cracher dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a des qualités quand même. J'adore Game of Thrones, sauf les saisons 7 et 8 qui sont horribles perso. Bah, dans les Donation Goals, il y a des réactions, il y a de quoi débloquer des réactions nostalgiques à la saison 1 de Game of Thrones l'an prochain. Si vous voulez y participer, c'est sur Ko-fi. Anthony, perso, le Seigneur des Anneaux, j'ai raté la hype. J'ai toujours été plus Harry Potter ou Star Wars, j'avais vu les films petits. Mais je les ai revus récemment, objectivement c'est super, les 2 et 3. Mais je suis pas emballé par l'univers. J'ai pas le côté nostalgique, si vous voulez. Oui, je comprends. Moi, de tout ça, je suis complètement né là-dedans, en fait, si tu veux. J'avais 10 ans quand tout ça s'est lancé. J'ai bien apprécié la série Prime, ceci dit. Pas incroyable, mais j'ai trouvé ça sympa. Pareil. Je comprends pas pourquoi elle se fait autant trash, parce que je pense que ça fait bon genre de cracher sur Amazon, et que ça fait marrer les gens de cracher sur un projet qui a coûté si cher, et qui est un peu bancal, c'est sûr. Mais qui a des qualités, cependant. Je mets 7 sur 10, je trouve ça pas naze. Ouais, je sais pas si je mets 7 sur 10, mais il y a un bon 6,5. Je pense. J'ai apprécié les Anneaux de Pouvoir, car c'est canon visuellement, et... c'est canon visuellement aussi film de Peter Jackson. Et la musique est excellente. La musique est excellente. Bear McCreary a fait un taf incroyable. L'histoire des pieds velus, j'ai apprécié. Qu'est-ce que j'ai apprécié, moi? L'esthétique globale, très fort. Tu sens que le budget, il est utilisé, il se voit à l'écran. Ce que j'ai pas apprécié. Facilité scénaristique, souvent. Dialogue, pas toujours ouf. Ce que j'ai apprécié. Des petits détails, des petites références, dans tous les sens, très très stylé pour les fans et les connaisseurs. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est relativement ok à comprendre. Pourtant, c'est pas facile. Ce que j'ai moins apprécié, c'est un peu variable du côté de la performance d'acteur. T'as lu les bouquins, je suppose aussi? Ouais, ça fait longtemps, il faudrait que je les relise. Qu'est-ce que j'ai apprécié? J'ai apprécié... Alors c'est très personnel. J'ai apprécié le fait de décrypter semaine après semaine les épisodes. Parce que ça m'a permis d'entrer plus dans la série. Alors évidemment, c'est pas un truc que tu peux attendre de la part des viewers, on va dire, occasionnels. Mais pour mon plaisir personnel de tout ça, c'était très agréable. À partager sur YouTube notamment, c'était très cool. Avec la série Seigneur des Anneaux, il y avait déjà des haters dès le départ, avant même que la série soit sortie. On est d'accord, Fenrir. Je suis d'accord. Les Anneaux de Pouvoir se passent 4000 ans avant les 6 films de Peter Jackson. Oui, mais ça n'est pas... Comment dire? Autant Amazon a tout fait pour qu'on ait l'impression que tout soit lié, que ce soit la même production et que tout ça, c'est pas le cas, hein. Mais ça fait bien le taf, tout de même. Game of Thrones, je me suis acheté le coffret Blu-ray récemment, je vais la refaire la série dans quelques semaines, j'ai hâte, je l'ai jamais revisionné, il est temps. Moi j'avais revisionné les 2 premières saisons avant la sortie de House of the Dragon l'an dernier. J'ai passé un moment incroyable. Et j'ai très hâte. J'ai très très hâte de refaire ça. Ouais, donc... non, mais il y a du taf, hein. Il y a du taf. Il y a...
C'est pas canon officiellement, c'est canon officieusement. Enfin, disons que c'est... Tout est fait pour que y ait continuité, quoi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Honnêtement, les séquences de bataille sont stylées. Le final de la saison est très cool. Le visuel de Khazad-dûm est incroyable. Les personnages des nains sont super stylés. Je suis un peu moins fan des elfes. Et pourtant, ça adapte franchement des trucs qui sont pas évidents. Hein. Dans le lore de Tolkien, très honnêtement, toute cette séquence-là, faut se la farcir. Hein. Faut comprendre. Hein. Les pieds velus sont un peu trop, pour être très honnête. C'est... J'ai évidemment bien aimé toutes les... tout le jeu de pistes autour de l'étranger, de Halbrand, tout ça, j'ai trouvé que c'était stylé. Mais d'ailleurs, je sais pas trop comment ça se passe, parce que d'un point de vue copyright, est-ce que tu peux copyrighter des costumes? Après, c'est inspiré, tu le sens, tu vois bien que... Voilà. Mais... Ah ouais? Bah écoute, tu vois, on a bien sûr pas le... On a bien sûr le droit de pas être d'accord. House of Dragon saison 2, ça va être bien, oui, j'ai pas vu la série direct, je l'ai faite plus tard. Je regarde un épisode chaque soir, et juste après, le stream que tu as fait avec Jérémy et Graham, c'était bien cool. Ouais, on passait des super moments ensemble à parler de tout ça. D'un point de vue écriture? Ouais. Ouais. La hype est là pour la saison 2 de House of Dragon. Le format de diffusion une fois par semaine se prête bien à faire parler de la série. On est tout à fait d'accord. Moi, je milite pour les... pour qu'on revienne vraiment à ce format une fois par semaine. Parce que le binge-watching, tu vois, House of Dragon en binge-watching, sur Netflix, ça serait beaucoup moins intéressant. Il y aurait beaucoup moins de discours, il y aurait beaucoup moins de production internet autour de tout ça. Même chose pour les Anneaux de pouvoir. Tu vois, moi, en tant que créateur de contenu, ça me ferait chier. Je déteste me forcer à faire de binge-watching. Et d'ailleurs, les séries en binge-watching, je ne les traite pas. Parce que j'ai pas le temps, en fait. Comment est-ce que tu veux que je propose quelque chose d'intéressant si, en un week-end, je dois me farcir 8 à 10 épisodes d'1 heure et je dois vous sortir une vidéo intéressante, intelligente et bien pensée en quelques jours? Ça n'a absolument aucun sens. Déjà, sur un épisode par semaine, c'est chaud. Mais alors, imaginez sur une saison complète. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, d'un point de vue créateur de contenu, c'est aberrant. C'est aberrant. Pas forcément sur l'histoire globale, effectivement, mais en tout cas, c'est la partie où il y a le moins à redire sur l'écriture de ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il y a le plus à redire sur la partie Numénor, très honnêtement. Et pourtant, j'adore le thème de Numénor. J'ai le look des Numénoréens, ce qu'on pourrait éventuellement développer autour de Numénor et qui va évidemment se développer dans saison 2. J'ai très hâte de voir. Mais c'est un peu lourd quand même, les séquences à Numénor. Et en plus, ça fait beaucoup de... On tourne beaucoup en rond à Numénor dans la saison 1 des Anneaux de pouvoir. C'est un problème. C'est un vrai problème. C'est horrible le binge-watching. Par contre, le film spin-off d'animation japonais sur le Rohan, Le Silence des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, j'ai trop hâte. Qui est officiellement canon au Peter Jackson Universe, me hype énormément, cinéma 2024. Ouais, de ouf, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte qu'il nous balance une bande-annonce. J'ai un peu peur que le film soit un peu sacrifié. Mais on va voir ce que ça donne.
Je préfère le format une par semaine aussi, et si la série est déjà bouclée, je fais qu'un épisode par soir. Je déteste binge-watch plein d'épisodes à la suite. Netflix, genre avec The Witcher. Sur ça, par exemple, c'est nul. Ouais, je profite pas du tout de ces séries-là, en fait. Par contre, j'ai un peu peur pour le format 8 épisodes, en espérant qu'il n'aille pas trop vite dans l'histoire, comme les saisons 7 et 8 de Game of Thrones. Je pense pas. À mon avis, le choix de couper à 8 épisodes dans House... pour la saison 2, puisque la saison 2 n'aura pas 10 épisodes mais 8, est intéressant parce que, non pas pour augmenter le rythme, mais pour couper, à mon avis, à un endroit intéressant du conflit qui s'annonce, et surtout pour permettre mathématiquement d'avoir plus de budget par épisode. Puisque là, je vous fais pas de dessin, mais en saison 2 de House of the Dragon, les choses sérieuses commencent. Et on va avoir besoin de ce budget. Donc, je suis très curieux de voir comment ils vont faire, comment ils vont s'y prendre. Et à mon avis, 8 épisodes, c'est pas une mauvaise nouvelle. À mon avis. Oh, je vous montre vite fait la 4cam pour vous montrer ce que vous ratez. Il y a Nova qui s'est mis dans sa petite niche. Voilà, donc la 4cam, on l'active quand le donation goal sur Ko-fi sera atteint. J'adore Game of Thrones, sauf la fin, mais je m'évade beaucoup plus dans l'univers Seigneur des Anneaux. Oui, mais c'est deux univers qui n'ont rien à voir, en fait, en termes de traitement et en termes de temps. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup plus gigantesque, avec des mondes souterrains, des mondes volcaniques, avec énormément de créatures, Game of Thrones, c'est très centré sur le monde des âmes. Oui, parce que c'est... Tolkien et George R. R. Martin ne veulent pas dire la même chose, en fait, sur ces univers. Et tu vois parfois assez clairement, et George R. R. Martin le dit, que l'univers du Trône de Fer a été un petit peu créé en réaction au Seigneur des Anneaux, en mode, oui, c'est super cool et ça m'inspire, bien entendu, mais moi, si je veux le faire, si je veux faire un truc un peu dans ce genre d'univers, je vais pas le faire comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les relations humaines, c'est la politique, c'est comment le pouvoir corrompt. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire. Les Game of Thrones et House of Dragon, tout particulièrement, sont très inspirés de faits réels historiques. La guerre des Roses, pour ne pas la citer. La période de l'anarchie, aussi, en Grande-Bretagne. Et évidemment, quand les Anneaux de Pouvoir sortent, et quand House of Dragon sort, et que ça clash, puisque c'est diffusé en même temps en streaming, on a d'un côté un univers qui est très sombre, qui parle énormément de sexe, qui est très violent, et de l'autre côté, on a un univers qui est évidemment plus clair, même si là c'est part d'ombre, qui est asexué, qui est souvent très philosophique, et donc forcément, c'est deux salles, deux ambiances. Et donc, il y a des gens qui vont te dire moi je suis team Seigneur des Anneaux, moi je suis team Game of Thrones, qui vont dire que Game of Thrones ça ringardise un petit peu le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça n'a rien à voir en fait. Et quelque part, je suis très heureux d'avoir deux univers comme celle-ci, parce qu'on profite, tu vois. On mange bien quand on est fan de fantasy en ce moment, parce qu'au moins il y a des productions. Ça faisait des années qu'on n'avait plus de productions fantastiques, de fantasy de haute qualité. Après Le Seigneur des Anneaux, après Narnia, il s'est passé quoi en fantasy pendant 10 ans ? Pas grand-chose, il a fallu attendre Game of Thrones en fait. Et donc évidemment, tout ça c'est cyclique, puisque Game of Thrones a relancé l'intérêt de la fantasy. Et donc du coup, c'est là qu'il y a eu une résurgence du Seigneur des Anneaux. Maintenant on va avoir Narnia,
Tu vois, on va re-avoir Eragon, on va re-avoir Percy Jackson. Tout ça, c'est cyclique. La roue se relance. Et ça, c'est en partie grâce à Game of Thrones. The Witcher n'existerait pas à l'heure actuelle si on n'avait pas eu Game of Thrones. Parce que tout le monde à l'heure actuelle cherche son Game of Thrones. Et il le cherche principalement dans des univers de fantasy. C'est logique, puisque en tant que producteur, tu te dis, bah moi je veux Game of Thrones. Bah, les gens te disent, ok, bah, je vais te proposer un univers de fantasy, puisque c'est comme Game of Thrones. Pas vraiment, mais voilà. C'est pas comparable, on est d'accord. Ça a très souffert de la comparaison, oui, bien sûr, mais c'est pas comparable, tout à fait. Martin le disait, il est fan de Tolkien, mais forcément ce sera différent, bien sûr. C'est deux produits d'époque totalement différentes. Totalement différentes. Dans Le Seigneur des Anneaux, tu as le côté merveilleux, complètement. Et le côté bucolique des Hobbits, qui est totalement absent dans Game of Thrones. Il n'y a pas de côté bucolique, en fait, dans Game of Thrones. Vraiment pas. Puisque, justement, le propos de Martin, c'est de dire « l'homme est pourri ». Moi j'attends la série Aragon, j'ai adoré les livres d'ailleurs, faut que je m'achète, le lien est sorti. Oui, j'ai vu ça, il y en a un nouveau qui sort. Moi je crois que j'ai lu le premier bouquin à l'époque, j'ai vu le film, que j'ai pas beaucoup apprécié, mais j'ai quand même en DVD. Je suis curieux de voir ça, quand même. Mais c'est Disney+, donc attention. Ils ont quand même envoyé Willow au casse-pipe et l'ont enlevé de la plateforme, hein, donc attention. Discussion très intéressante en tout cas. Dans l'univers étendu du Seigneur des Anneaux, les livres, tu as de la politique avec la guerre fratricide du Gondor, et la Grande Peste, et aussi beaucoup d'esclavage en Terre du Milieu, notamment au Mordor, ce qui est malheureusement totalement absent des films. Oui. Oui, c'est vrai. En fait, il faut bien voir que l'univers Seigneur des Anneaux il est incomplet dans la forme que l'on obtient nous. C'est-à-dire que Christopher Tolkien, qui est décédé il y a quelques temps, a fait un travail incroyable d'organisation des notes de son père. Son père, je crois. Mais la vision pure de Tolkien... Enfin, Tolkien a inachevé, a laissé une œuvre inachevée derrière lui. Donc, évidemment, qui sait ce qu'il aurait fait s'il avait vécu plus longtemps, qui sait ce qu'il aurait développé plus tard dans son univers. Et effectivement, l'univers du Seigneur des Anneaux au global est tellement foisonnant que virtuellement tu peux tout traiter à l'intérieur, mais le socle, on va dire, canonique et l'œuvre qu'il nous a laissée, à savoir le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion, il l'a même pas terminé en fait, hein, c'est Christopher Tolkien qui l'a compilé. Sans parler de l'histoire de la Terre du Milieu, etc. Tout ça, évidemment, ça donne un truc extrêmement foisonnant. Et tu sens que Tolkien, c'est le maître du world building, de la création d'un univers. George R. R. Martin, l'univers, ça l'intéresse moins. Ce qui l'intéresse, c'est l'intrigue. Ce qui l'intéresse, c'est comment ficeler quelque chose qui a du suspense, qui intéresse les gens, qui a du vrai aussi sur la relation humaine, qui a une vision parfois très sombre aussi hein, sur l'âme humaine. Quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait dans le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux... Est-ce que je peux dire ça ? Et c'est une histoire qui est super, mais qui est de son temps, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un page-turner tel que peuvent l'être les bouquins Game of Thrones, qui eux sont très modernes dans le sens où tu peux les lire assez vite. Quand quelqu'un te dit « je me mets à lire Le Seigneur des Anneaux », tu lui dis « accroche-toi ».
donc qui est assez classique dans l'idée. Et il y a deux, c'est vraiment deux écoles, quoi. Murtag, le nouveau livre est sorti le 7 novembre. Moi, je l'ai vu en magasin la semaine dernière à Cultura, j'y suis passé. Et je l'ai vu. Alors, je sais qu'à l'époque, mon frère avait lu les 3 bouquins. Et je lui prendrais peut-être pour Noël. Est-ce que ça peut être pire que le film? J'imagine que tu parles des dragons. On va voir. Ça dépend comment ils s'y prennent. Par contre, en termes de gigantisme, d'univers et de bestiaire fantastique, le Seigneur des Anneaux et son univers étendu est largement au-dessus de Game of Thrones en termes de proportion, c'est évident. C'est évident. Il y a juste Westeros qui est assez grand, et Essos aussi, et basta. Ben, c'est surtout que... À l'heure actuelle, Martin galère déjà à terminer sa saga, alors va développer l'univers en plus. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Si elle la termine déjà, ce sera déjà incroyable. Tolkien, c'est quasiment 500 millions de livres vendus, c'est ouf. Non, mais c'est incroyable. J'ai découvert qu'il y en avait un nouveau hier, parce qu'un collègue a commencé à relire les livres. Ah ouais, trop marrant. Trop cool. Trop cool. Donc voilà, je trouve quand même que globalement, il y a une résurgence de la fantasy qui est très intéressante pour les amateurs. Ça veut pas dire que toutes les productions sont intéressantes. Loin de là. Mais tu sens que le genre intéresse de nouveau les producteurs, comme il les a intéressés au début des années 2000, et puis ça s'est arrêté parce qu'il y a eu trop d'échecs derrière. Bah, Eragon en est un, par exemple. Les derniers Narnia en sont, d'autres aussi. Martin, c'est 70 millions. C'est énorme aussi, hein. C'est énorme. C'est énorme. Vous entendez bien la musique, hein. Confirmez-moi tout de même. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors pour les gens qui sont là pour la première fois en stream, j'en vois quelques-uns. N'oubliez pas le point d'exclamation Discord, puisque vous avez désormais un endroit centralisé où obtenir toutes mes informations, qui vous permettra du coup de ne pas rater les infos du moment, de discuter dans la communauté aussi, hein, le Discord est assez bien organisé. N'hésitez pas à aller checker ça. J'y parle notamment, je fais souvent un récap de l'actualité pop culture, des news, etc. Il y a un fil exprès pour parler de tout ce qui est Game of Thrones. J'y mets des actus. Alors il y a un fil avec spoiler livre, il y a un film avec spoiler série, et il y a un fil sans spoiler aussi. Donc n'hésitez pas à y partager vos informations. Donc il y a tout ce qu'il faut. Le Seigneur des Anneaux 3, c'est le premier bouquin que j'ai pas terminé. J'étais sûrement trop petit. Ouais, je pense. Donc voilà, rejoignez le serveur Discord parce que dans les périodes troublées sur les réseaux sociaux, c'est toujours un bon moyen d'avoir les informations en direct et d'avoir un accès à ma personne assez facile. The Witcher, t'aimes bien? J'ai bien aimé la saison 1, et puis ça s'essouffle très vite. La saison 3, j'en ai un peu parlé dans les recos et les anti-recos de comment ça s'appelle, de Pop News, mon podcast. Je suis très déçu de la saison 3 de Pop News, de The Witcher, qui promettait beaucoup et qui au final est très décevante. C'est pas un send-off très intéressant pour Henry Cavill dans le rôle de Geralt. C'est aussi plus ou moins un échec en termes de mise en scène et d'impact émotionnel, puisque y a toute une séquence dans le final, je crois que c'est dans l'épisode 7 ou 8, où il est censé se passer des choses qui sont capitales et qui doivent nous faire nous dire « Oh merde,
il y a ces personnages-là que j'aime bien qui vont potentiellement mourir. Il se passe un truc de ouf dans un endroit qu'on est censé avoir côtoyé et dont on est censé avoir quelque chose à faire. Je pense à Arethusa, bien sûr. Et en fait, il se passe des trucs. Et tu t'en tapes de bout en bout. Et je ne comprends pas comment ils ont fait pour se chier dessus comme ça. Alors je sais pas si c'est parce que Geralt est pas à cet endroit-là à ce moment-là. Mais en fait, tu sais, c'est la bataille entre les mages. Et tu dis, en fait, tous les personnages qui sont impliqués dans cette bataille, je me fous de s'ils meurent ou pas. Et ça... ça fait un peu pitié quand même, hein. Les livres, tu as déjà lu le premier tome par exemple? Non, j'ai le premier tome dans ma bibliothèque, comme beaucoup de livres, et que je n'ai pas lu malheureusement. Vous conseillez The Witcher? En bouquin? Moi, la série, je suis pas méga fan. À mon humble avis, je pense que le côté beaucoup plus fantastique du Seigneur des Anneaux touchera toujours beaucoup plus de monde. C'est possible, parce que tu peux le faire voir à des personnes beaucoup plus jeunes, en fait. Un adulte peut partager le Seigneur des Anneaux beaucoup plus vite avec un enfant que Game of Thrones, mathématiquement en fait. Par contre, me parlez pas de la série spin-off de The Witcher, un peu, ouais, oui, j'ai pas vu pour le coup. Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu devenu le Star Wars de la fantasy, et Game of Thrones, ça sera plutôt Alien. C'est pas bête comme comparaison. C'est vraiment pas bête. C'est vraiment pas bête, ouais. Parce que c'est deux licences qu'on a exploitées et parfois surexploitées, dont on a pu faire beaucoup de choses, qui ont deux visions très particulières sur le genre. Ouais, j'aime bien cette comparaison. Salut Nisia, comment ça va? Complètement d'accord sur The Witcher, pas l'impression que les showrunners comprennent l'œuvre. Je sais pas s'ils comprennent l'œuvre, mais en tout cas, je crois qu'ils ont du mal à faire de leur série quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que quand t'as autant d'argent et quand tu as autant de potentiel, moi, c'est con, hein, mais j'ai pas lu les bouquins. Donc, je fais partie du public occasionnel de The Witcher. J'ai pas joué au jeu non plus. Donc, je fais partie du public super occasionnel de The Witcher. Donc, je fais partie du public qui a le plus besoin d'explications. Que se passe-t-il? Où est-ce qu'on est? Qui est qui? Quelles sont les relations de pouvoir? Je ne bite rien aux relations géopolitiques, aux endroits parfois où on est, dans cette série. C'est insupportable. Parfois, on te transfère d'une ville à une autre, on ne te dit pas où on est, t'es censé comprendre sur un panorama où est-ce que tu es. Mais je suis désolé, mais j'ai besoin que tu m'aides en fait, série. Parce que... c'est pas parce que t'as déclaré que tu voulais faire comme Game of Thrones que tu peux te permettre tout, puisque en fait tu n'es pas clair, série. Et même Game of Thrones au début de son lancement te disait avec un panneau où est-ce qu'on était. Il y avait un petit panneau avec écrit « ça c'est Port-Réal ». Qu'est-ce que c'est que Port-Réal? C'est là où il y a le roi des 7 royaumes. Qu'est-ce que c'est? Là on est à Winterfell. Et Winterfell, qu'est-ce que c'est? C'est le siège des seigneurs du Nord. Des Stark, qui sont vos personnages principaux sur ce début de série. Et tu dis, ok, là c'est clair. Et une fois que tu reviens sur le même panorama, eh ben tu sais où t'es. Puisque en plus, t'as la chance d'avoir un paysage enneigé, un paysage côtier, un paysage désertique pour quand on est en Essos avec Daenerys. Et tu dis, c'est bon, c'est clair, j'ai capté. Là, The Witcher, alors, oui, c'est évidemment dans l'univers, j'imagine, toutes les villes se putain de ressemblent. Tu fais, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Je ne sais pas où je suis. Et dans les dialogues, ça n'est pas explicité non plus. Donc en fait, moi je suis désolé, mais j'ai besoin de clarté, en fait, sur des univers qui sont gigantesques comme des univers de fantasy. Si tu ne mets pas en place tes bases,
ce qu'a plutôt bien fait les Anneaux de Pouvoir, je trouve, si tu ne mets pas correctement en place tes bases, tout s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec The Witcher. Je sais pas où je suis. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas quelles sont les relations des uns avec des autres. On essaie de nous mettre en place la saison 3 comme une intrigue géopolitique hyper intéressante avec des coups bas à la Game of Thrones, mais en fait tu dis « Waouh, alors là il y a un coup bas, ben je m'en tape. » Et ça c'est un échec fondamental, je trouve, du scénario de cette série. Vraiment. Où je m'intéresse évidemment beaucoup plus à ce qui se passe entre Geralt et Ciri, entre Geralt et Yennefer, et tout le reste, c'est du gras. Et ça fait chier. Ça fait chier. L'univers est pas du tout construit, on met des acteurs et on leur fait faire des trucs cool, exactement. C'est pas ça une série. Au moins la saison 1 tentait quelque chose, je trouve. Oui, et puis la saison 1 avait l'avantage de se centrer sur le personnage de Geralt et les personnages qui gravitent autour. Et c'était beaucoup plus intéressant, et c'était beaucoup plus personnel aussi. Alors il y a un peu de trucs personnels évidemment dans la saison 3, mais il y a tellement de trucs autour qui sont évidemment des choses, à mon avis, qui sont dans les romans, mais qui sont tellement mal set-up qu'on gâche énormément le potentiel, à mon avis, de la série The Witcher. Au cinéma, hormis la Terre du Milieu qui cartonne, et après il va falloir qu'on passe sur Arc, hein, quand même. La discussion est très intéressante, mais j'ai un planning quand même à tenir. La fantasy, c'est toujours un échec. Eragon, Donjons et Dragons, le film est cool, mais il a bidé. Le film est très très cool. J'adore ce film. Je crois que c'est un de mes films préférés de l'année, en tout cas blockbuster préféré de l'année. Une vraie surprise, une vraie très bonne surprise. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Le film World of Warcraft, un échec aussi. Dernier semi-échec et les prochains sortiront en direct sur Netflix. Alors, à voir, hein. À voir. Je suis curieux. Et Game of Thrones, il n'y aura jamais de film en salle. On sait pas. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais... Peter Jackson peut dormir tranquille. Ouais, et à la fois... j'aimerais bien revoir Peter Jackson au cinéma avec un de ses projets. C'était quand le dernier projet au cinéma de Peter Jackson? C'était son documentaire sur les Beatles, hein. « 2021. Donc de films non documentaires, le dernier de Peter Jackson, du coup, c'est 2014, Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Je crois qu'on peut dire que c'est pas son meilleur film. Mais, tu vois, moi j'ai hâte de revoir Peter Jackson aux affaires, sur un film d'horreur, pourquoi pas? Un film de genre. Je serais chaud, hein.